Une soirée jazz sur les quais de Seine. Une rencontre de hasard avec un homme dont l'histoire me bouleverse et me donne envie d'écrire un film. Ce soir-là, au milieu de la foule, Nathan me raconte sa brève aventure avec une femme croisée en boîte de nuit. 3 mois après, il a appris qu'il était désigné comme géniteur par sa conquête d'un soir. Il m'explique le piège, la loi implacable pour les hommes. Celle qui fait qu'en France, depuis 1993, un simple test ADN peut transformer un homme en père contre sa volonté. Enchaînés à une réalité génétique qu'ils ne peuvent nier, les hommes se retrouvent aujourd'hui démunis, sans aucune voie de recours, et souvent, ils l'ignorent. Devant la détresse de Nathan, j'ai voulu écouter les histoires singulières de ces pères malgré eux, entendre leur désarroi et aussi leur révolte. Il y a 4 ans, j'ai rencontré une personne en boîte de nuit, et cette fille-là, 3 mois après, elle a annoncé qu'elle était enceinte de moi. Et après, c'est surtout la honte de s'être fait avoir. La honte de s'être fait avoir, c'est ça. C'est surtout ça. La honte de s'être fait avoir, et puis après, on se dit, quand on sait que c'est que pour l'argent, c'est compliqué quand même, parce que c'est jouer avec la vie d'un enfant, s'en servir comme monnaie d'échange finalement, presque avec de l'argent, comme un chantage. Et le problème, c'est mon rôle, moi, comment il est reconnu par la justice. Moi, il n'y a pas de casse pour moi. S'il n'y a que la casse, c'est le salaud qui abandonne, qui fait un enfant qui abandonne. Voilà. Je regarde Nathan et je m'interroge. Sont-ils vraiment des salauds, des irresponsables ou bien des victimes ? Pour essayer de comprendre, j'ai choisi d'écouter sans juger ces hommes en colère. Le premier que je rencontre, c'est Mathieu, un enseignant de 53 ans. Subissant depuis 5 ans une paternité imposée, je tiens à témoigner sur ce blog de ce fait. Un jour, j'ai entamé une relation amoureuse avec une femme d'une 40aine d'années que je connaissais déjà depuis quelque temps. C'était la fin du printemps, début de l'été, l'air était doux, le vin était bon, tout était simple. Elle était pour moi une personne réfléchie. J'avais en elle une confiance totale. Un matin d'automne, au bout de 4 ou 5 mois, la nouvelle est tombée, je suis enceinte. Je me souviens que ma première question a été « Comment ça se fait ?» et qu'elle n'a rien répondu et que ce silence enfin a commencé à m'intriguer. À ce jour, elle n'a d'ailleurs toujours pas répondu. Il était trop tard, je le garde. Des horreurs ont alors été échangées. T'avais qu'à prendre tes précautions, arrête de vouloir tout contrôler. Précisément, c'est elle qui contrôlait tout. Et notre relation amoureuse a bien sûr cessé. Elle le garde, bon bah c'est bien, c'est son choix. Mais déjà, gros cas de conscience en ce qui me concerne, mais qui je suis moi par rapport à son choix? Qui je suis? Moi je vais être papa. Moi je vais avoir une relation comme mari et femme avec cette femme-là. Tout d'un coup, ça y est, on a fondé une famille. On a fondé une famille ensemble. On n'en a jamais parlé. Ça me tombe dessus. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi cette situation? J'ai appelé, je m'en souviens, 2 avocates par des services juridiques. Qu'est-ce que c'est? La question c'était qu'est-ce que c'est que cette situation? Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien c'est très simple, vous pouvez rien faire. Rien. Rien. Si! Alors, ironie suprême, si, quand un père ne veut pas être père, eh bien, il peut réclamer la garde de l'enfant. Mais alors, ça lui donne des devoirs. Mais on ne veut pas être père, on ne va pas réclamer la garde de l'enfant.
Ces pères, malgré eux, n'ont presque aucun recours. Alors face à leur sentiment d'impuissance, une femme, Marie Plard, se bat pour faire entendre leur voix. Cette avocate engagée a participé à toutes les luttes féministes de sa génération. Mais il y a 4 ans, des clients d'un genre nouveau sont venus frapper à la porte de son cabinet. Ils disent avoir été trahis, abusés, voire même violés. Des mots qui font écho à ses combats d'hier et l'entraînent alors vers un nouvel engagement pour l'égalité des droits. J'ai rencontré cette jeune femme avec qui j'ai tout de suite bien accroché. Elle était célibataire et sans enfant, et on a commencé à profiter de la vie ensemble, tout simplement, sur les quelques mois du printemps. Donc ça a commencé en mai, avec forcément des rapports qui au début sont protégés, après qu'ils ne le sont plus, puisque la confiance s'installe. Et je me retrouve début juillet avec un appel vers 10h du matin, je suis au travail, et elle m'annonce tout simplement qu'elle est enceinte. Vous avez l'impression d'être dans un cas de piège. Voilà, c'était un souhait délibéré de sa part, ni plus ni moins que de tomber enceinte par l'arrêt de la pilule. Mais je l'ai su, en fait, bien après. Alors, effectivement, là, on arrive à une première étape de la procédure. Elle a constitué son dossier. On a eu beaucoup de mal à l'avoir. Ça n'a pas été sans mal. Avoir des preuves de votre relation pendant la période légale de conception de l'enfant, 300 à 180 jours qui précèdent la naissance, tout ça, on l'a plutôt à foison dans le dossier, puisque vous ne vous êtes caché de personne. Vous avez eu des relations avec des amis, vous êtes allés à des soirées ensemble, on vous a vu à droite et à gauche. Il y a de nombreux témoins qui peuvent dire qu'ils vous ont vu, il y a même des photos où on vous voit enlacés. Donc on ne pourra pas nier que cette jeune femme, vous la connaissez et qu'elle a été votre amante, amoureuse, comme on veut, pendant une courte période au cours de laquelle cette femme s'est trouvée enceinte. Donc il y a une espèce de présomption de paternité qui pèse sur vous. Cette présomption, vous pouvez la lever en vous soumettant à l'expertise biologique, un petit prélèvement dans la buccale de quelques cellules qui vont vous permettre de tester votre ADN et de le comparer avec celui de l'enfant et de la mère. On a déjà pas mal évoqué votre position face à l'expertise biologique. J'ai entendu votre refus qui me semble très clair et je partage complètement votre motivation. En donnant mon ADN, je donnerai mon consentement alors que je n'ai pas voulu de cet enfant. Donc je refuse de participer à la recherche biologique comme j'ai refusé de participer à la conception de l'enfant. Ça, je vais l'expliquer au juge. Je peux vous dire qu'il m'écoutera peut-être, mais il ne m'entendra pas. Il ne m'entendra pas parce que ce n'est pas ce qu'il recherche, le juge. Le juge, il est confronté à une action en recherche de paternité. Il va juste vérifier si, d'un point de vue légal, les conditions sont remplies pour que Pascal Véronique soit condamné. Et autant dans un certain nombre de dossiers, il y a des doutes, autant dans le vôtre, je suis catégorique. La condamnation, elle va arriver. Et il n'y a pas d'autre solution. Je ne la vois pas. Donc, vous allez être déclaré père de cet enfant, avec, à la clé, une cascade de conséquences. Condamnation avec une rétroactivité à la date de la naissance, quelques petits dommages et intérêts pour avoir refusé d'assumer cette filiation et cette paternité, et puis, dans la durée, une pension alimentaire qui va être fixée au prorata de vos revenus, des besoins de l'enfant et de la capacité contributive de la mère. Le final de ce dossier évoque qu'une seule chose, payer, payer, payer. Donc, je n'ai qu'une seule solution, celle de payer, et c'est bien marqué noir sur blanc, payer juste un montant forfaitaire par mois. Voilà, c'est tout. Donc la justice frappe à ma porte pour me demander de l'argent, pas avoir un rôle de père. Alors vous avez la possibilité, dès lors que vous serez déclaré père, vous avez la possibilité de demander à exercer ces droits-là. C'est quelque chose que vous pouvez envisager ou pas? À l'instant où on se parle, non. Ouais. Mais la vie évolue, on en a déjà parlé oui, ensemble, mais dans bien 5 sûr. ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Mais là, on est devant le juge. Là, on est devant le Ouais. juge. Et là, c'est non.
Donc, soyons juste clairs sur le sujet, on est dans une histoire d'argent, sonnant et trébuchant, et d'affiliation, c'est tout. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va se battre, parce voilà. que c'est tout ce qui nous reste. Dans votre dossier, c'est tout ce qui nous reste. Donc, on va se battre sur l'argent. C'est tout. En France, en 2011, on a relevé plus de 3400 actions judiciaires concernant la filiation. Au tribunal de grande instance de Paris, les audiences se déroulent dans l'intimité de la chambre du conseil, comme toutes les affaires qui touchent au secret des familles. Seuls sont admis les intéressés et leurs avocats. Là, derrière ces portes capitonnées, j'ai entendu se jouer une partition à 3 voix. Il y a la voix de l'enfant couverte par les revendications de sa mère. Il y a celle du père désigné, souvent honteuse et soumise. Et puis, il y a la voix du procureur de la République, qui, au nom de la loi, privilégie souvent la cause des femmes et l'intérêt de l'enfant. Je pense, au regard des dossiers que je vois régulièrement depuis de nombreuses années, que l'argent n'est pas le moteur principal. Le moteur principal, pour moi, de ces mères qui agissent, c'est d'essayer de préserver leur enfant au maximum. Et je vois, enfin, dans les dossiers qui, pour moi, sont les plus emblématiques, ce sont des femmes qui ont fait face seules, qui l'ont élevé seule, qui ont accouché seule, qui l'ont emmené seule à l'école. Et qui, à un moment, se disent eh bien, il a aussi un père. Et quand l'enfant lui pose la question, la réponse qu'elle trouve, c'est d'agir contre le père biologique. Ce qui est certain, c'est que dans ces assignations-là est toujours présenté l'intérêt de l'enfant. J'assigne parce que mon enfant demande à connaître son père. Mon enfant est rentré à l'école, il n'a pas de papa, le cahier de liaison est blanc du côté du père. Il pose des questions et aujourd'hui, on a 10 ans pour le faire. Je viens chercher cet homme-là. Elles pensent souvent trouver un père, elles vont chercher un père. Elle trouve au mieux un géniteur parce qu'il faut savoir que la procédure, elle est très violente. Elle est d'une violence extrême. Cette violence-là, Jean-Jacques la connaît bien. Cela fait 6 ans qu'il l'a subie. L'homme que je rencontre au tribunal est accablé. Pour lui, ce n'est pas la mère qui a engagé la procédure, mais c'est son enfant. Un enfant dont il ignorait l'existence jusque-là. Assigné par son fils de 22 ans, Jean-Jacques se retrouve aujourd'hui sur le banc des accusés. En effet, selon la loi, l'enfant peut intenter une action contre son père biologique jusqu'à ses 28 ans. 20 ans après, arrive cet enfant qui me tombe dessus. Il y a une décision, une demande de reconnaissance de paternité. Et entre-temps, j'avais refait ma vie, bien entendu. J'ai un petit garçon qui a aujourd'hui 17 ans, une maman qui est superbe, qui est plus jeune que moi, mais qui est superbe. Et qui ne supporte pas cette intervention dans notre vie, de ce truc qui se parachute comme ça et qui vient bouleverser et la relation que j'ai avec elle et la relation que j'ai avec mon fils. Il y a une pension alimentaire à verser, et il y a l'effet rétroactif, c'est-à-dire qu'il faut payer depuis 2008, c'est-à-dire depuis le début de cette demande en justice, de cette assignation, c'est le terme. Donc ça fait une somme importante. C'est de l'ordre de 300 € par mois à sortir. Donc si on fait la multiplication, on voit que c'est énorme. Et je n'avais pas les moyens, donc je me suis retrouvé dans une situation financière invraisemblable. Je suis donc, j'ai été conduit à entrer en surendettement et à faire une demande auprès de la commission de surendettement. Et la décision de la commission de surendettement a été de vendre la maison. Donc tout ça, c'est un bouleversement. Je pense que si on voulait avoir une relation, on ne passe pas par la justice, c'est pas comme ça que ça se passe. La moindre des choses, c'est de commencer par aller, je sais pas, oui, téléphoner ou écrire ou envoyer un mail, je sais pas, un SMS, quelque chose, mais pas tout de suite le bazooka, quoi. Enfin, je veux dire, c'est terrifiant d'entrer en relation avec quelqu'un comme ça, c'est violent, c'est extrêmement violent. Un homme peut être détruit par la brutalité du coup qu'il reçoit quand on lui impose d'incarner un père. Et permettre aujourd'hui cette situation-là, c'est dire implicitement à ce père, ben finalement, tu n'es rien, tu comptes pas. Ta conscience, on s'en fiche. Ta vie, tes rendez-vous de la semaine prochaine, tes rendez-vous de dans 10 ans, on s'en fiche, ça n'existe pas.
Oui, alors on va revoir cette notion de temps là, qui dans votre dossier est effectivement importante, puisque la jeune femme qui prétend que vous êtes le père, vous seriez le père de ce petit garçon, vous avez le souvenir vague d'avoir eu une relation avec elle il y a une dizaine d'années, hein, c'est ça? Oui, entre autres. Enfin, j'en ai eu plusieurs, donc ouais. C'est ensuite... Donc, d'après ce que vous m'aviez dit, c'était des relations que vous trouviez à une période de votre vie un peu dissipée, suite à une rupture douloureuse, hein, je crois que c'est ça. Oui. Vous étiez lancé à corps perdu dans du sex fun, et les jeunes femmes se succédaient parfois un soir, sans lendemain, et ça serait l'une d'elles qui serait à l'origine de cette démarche filiative. Oui, sans aucun doute. Et comment pensez-vous qu'elle vous a retrouvé? Parce que apparemment, il n'y avait pas de nom, il y avait peu d'échanges. C'est que sans doute, justement, elle avait choisi dès le départ de poser indirectement son piège, et qu'elle y est parvenue parfaitement. Même en n'ayant que des relations épisodiques, dès le départ, elle avait dans l'idée de me piéger, je pense, en fait, tout simplement. Oui. Et c'est vrai que j'ai été naïf. Elle me disait qu'elle prenait la pilule, j'ai fait confiance bêtement, et voilà. Il y a des sommes importantes qui sont demandées. Une pension alimentaire de 600 € par mois depuis la naissance de l'enfant et 40 000 €, le montant de son préjudice moral. Alors donc aujourd'hui on arrive un peu à la fin de la procédure. Il est demandé que vous soyez désigné comme le père de ce garçon, de ce garçonnet. On met en avant l'intérêt de l'enfant à venir chercher non pas le droit, non pas ses origines, mais son père. Donc j'ai bien entendu que vous ne pourrez pas être ce père-là. Néanmoins, vous êtes peut-être le géniteur. En refusant de participer au test biologique, vous ne participez pas, vous ne permettez pas à une certaine vérité biologique de faire le jour, ça ne vous dérange pas. Si jamais le tribunal vous déclare père, et on va voir dans quelles conditions, il peut le faire. Si jamais le tribunal vous déclare père, vous aurez néanmoins un doute sur cette vérité et vous ne saurez jamais si vous êtes ou pas le géniteur que l'on désigne aujourd'hui. Encore une fois, c'est pas du tout mon enfant. On m'a forcé à l'avoir. C'est même une forme indirecte de violence, enfin de viol à la paternité en tout cas, en tant qu'homme. Là, c'est la femme, c'est pas l'avocat qui va vous répondre. Hein. Le mot viol est quand même un peu inapproprié, non? Vous croyez pas? Non, je crois. Au sens. Est-ce que la relation sexuelle, elle a été librement consentie? Oui, elle le dit elle-même d'ailleurs. Oui. Donc vous n'avez pas été violé. J'ai écrit ça, le tribunal. C'est pour ça que c'est un viol. C'est pour ça que je préfère dire viol de paternité. Alors sur les recours, hein, donc là, le tribunal va faire avec le dossier que la demanderesse lui a soumis, un dossier dans lequel il n'y a pas grand-chose, voire quasiment rien sur vos relations pendant cette fameuse période légale de conception. Sachant qu'il y a des tribunaux qui se contentent de peu. Il y a des tribunaux qui déclarent une paternité sur une simple carte postale, à peine signée, dans laquelle on prétend voir des relations entre les deux parents. Tout ça, souvent, a pour but justement de sanctionner le refus à la participation au test biologique. Puis il y a des tribunaux qui respectent un peu ce que dit la Cour de cassation, qui demandent effectivement à trouver dans le dossier matière, à voir qu'effectivement il s'est passé quelque chose entre ces deux-là. Bon, je pense que j'ai matière effectivement à prouver que dans ce dossier, il n'y a vraiment pas l'ombre d'un indice quant à des relations entre vous deux au moment de la conception de ce petit garçon. Et je ne crois pas qu'on puisse dresser un portrait robot de l'homme qui se trouve confronté à une paternité imposée. Il n'a pas d'âge, il n'a pas de milieu social, il n'a pas d'âge. Il a en tous les cas toujours en lui une immense culpabilité à l'égard de la mère, à l'égard de l'enfant à naître, à l'égard de son entourage, à l'égard de sa famille. Je crois que s'il y a quelque chose de commun entre ces hommes-là, c'est vraiment la culpabilité.
En ce qui concerne le tribunal dans ces dossiers, ce qui est examiné, ce n'est pas le fait que la mère a pu mentir ou le fait qu'elle a pu dire qu'elle prenait une contraception, en quelque sorte mener l'homme dans un traquenard pour lui faire un enfant dans le dos. C'est pas ce qui est examiné par le tribunal. Le tribunal va regarder que l'enfant est né de ce couple. Et le procureur que je suis à l'audience, c'est ce que je dis, il est né de ce couple et lui, il ne l'a pas choisi. Le législateur estime que l'intérêt de l'enfant, c'est d'avoir accès à ses origines. Ça, c'est fondamental. Et de connaître sa filiation biologique. C'est-à-dire qu'on réduit la paternité à quelque chose de biologique, mais pour moi, c'est pas ça la paternité. La paternité, ça consiste pas à avoir les mêmes gènes, c'est au moins à avoir un vécu commun, avoir une relation humaine. Si la paternité, c'est d'avoir les mêmes gènes, ça fait bien pauvre. C'est très scientifique, disons, et puis très récent, parce que ça n'a pas toujours été comme ça. Et bon... On est dans une vérité biologique qui va faire... une vérité juridique, mais qui ne fera pas forcément une vérité affective. On va savoir qui est le géniteur de l'enfant, et c'est tout le problème de la différenciation de la filiation charnelle, de la filiation affective. Les femmes viennent chercher un père, elles se trompent. Avec un huissier de justice, on ne fait pas un père. Ça attise la confrontation, ça attise la guerre. Et ça met encore une fois les enfants en situation d'être entre le marteau et l'enclume. Comment est-ce qu'on peut se construire quand on est entre le marteau et l'enclume? Dans ces histoires difficiles, les hommes et les femmes se livrent une guerre des sexes sans merci. Je rencontre Grégory lorsque sa vie bascule. Il me raconte son idylle né en République tchèque qui a duré 1 an entre Prague et Nancy. Puis le jour où son amie lui apprend qu'elle est enceinte, elle lui annonce aussi qu'elle le quitte. Sonné, Grégory tente de raisonner la jeune femme, mais elle décide de garder l'enfant, sans le père. Grégory est KO debout. Maintenant, toi, c'est différent. Avant, je ne savais pas si je devais accepter l'enfant, pas l'accepter, y aller, pas y aller. Et là, voilà. C'est plus clair dans ton esprit parce que ça c'est clair, il y a le cœur qui dit toujours vas-y, mais au final, tu as bien vu, c'est à 700 bornes, une langue étrangère, je le verrai 3 fois par an. Faut que je passe à autre chose, quoi. J'ai pas trop le choix. Donc il n'y a jamais eu, ni de près ni de loin, un projet à court ou même à moyen terme de faire un enfant. Ça arrive, elle te quitte sur le champ, néanmoins elle décide de conserver l'enfant. Et le père. Et elle t'impose en fait, une paternité pas désirée, et une paternité en plus à distance. Et étrangère. Étrangère. C'est ça le pire, toi, tu pourras jamais communiquer avec lui. Et le tout en te quittant. Ouais. Non, ça me semble une décision très, très personnelle. Très personnelle. Je lui dis qu'elle est égoïste. Bon, je qualifierais pas, mais ça me semble une décision très personnelle qui va avoir des conséquences sur elle, sur l'enfant qui n'a rien demandé, et sur toi. Ah bah c'est sûr. Je lui avais dit, soit avorte, ou soit essayer de venir en France, vivre un peu avec moi, parce qu'on n'a jamais vécu ensemble, t'as vu. On était 2 semaines en Islande, dans une tente, avec un temps à 9 degrés, la pluie, etc. C'est ce qui est arrivé tout de suite à Rome, donc... Voilà. On aurait été peut-être en Thaïlande, on serait mieux, quoi. Ouais. Mais bon, après, maintenant... Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Oui, mais attendre quoi? Attendre... il va y avoir une action judiciaire de sa part pour te contraindre à donner de l'argent ou pas? Le problème, c'est ça, c'est que tu sais pas ce qui peut se passer. Non, ça va être compliqué, mais bon, de toute façon, pas le seul dans la situation là. Et il va falloir faire avec, et puis c'est tout. Il n'y a plus qu'à. Ouais. Plus qu'à attendre. Boulot et sport. Bah voilà. Déjà bien. C'est déjà bien. C'est déjà bien. J'avais la sensation d'être dans un cauchemar. En fait, j'ai l'impression que ce qu'elle m'annonçait, le fait d'être un père malgré moi, et un père sans... Juste un père, donc sans compagne, on va dire. J'avais vraiment la sensation que tout s'effondrait. Je me dis, non, attends, c'est pas possible, t'es dans un mauvais rêve. Demain, tu vas voir, tu vas te réveiller, ça va redevenir... Elle va être à tes côtés, elle va être enceinte, tu vas être là. Et au final, ce mauvais rêve, ça fait plus de 8 mois et demi maintenant qu'il dure, l'enfant est né.
Il y a une sensation un petit peu bizarre, hein, la sensation de se faire voler quelque chose. C'est surtout j'ai la sensation qu'on m'a volé un petit peu mon avenir, qu'on me vole un petit peu ce que je mérite, qu'on m'arrache une partie de moi. J'aimerais qu'on revienne un peu, si ça vous ennuie pas, sur votre relation. Elle est brève, elle est sans lendemain. J'ai compris que vous ne lui aviez fait aucune promesse, que vous n'aviez rien échangé d'autre que des petits moments en plus volés à vos familles respectives. Donc vous m'aviez dit 3-4 relations. Est-ce que vous vous protégiez puisque vous saviez qu'elle n'avait pas de contraception sans rentrer dans les détails, évidemment. Hein. Alors, il y a eu au début une protection, et puis très rapidement, on l'a retirée pour avoir 1 ou 2 échanges sans protection qui ont débouché sur cette grossesse. Mais cette relation a été très très brève. On ne se voyait que le soir, pendant quelques heures, et sur ces 3 semaines, on a dû se voir 4-5 fois, quoi. Racontez-moi comment elle vous l'annonce, parce qu'une relation de 15 jours ou 3 semaines... Alors en fait, 3 semaines après notre séparation, je reçois un texto m'annonçant qu'elle est enceinte. Sur le coup, j'ai du mal à y croire. Donc vous apprenez la grossesse par un texto? Voilà, tout à fait. Un texto, je peux me permettre, qui est libellé comment? Alors au cas où tu ne me croirais pas, je te fais parvenir... en pièce jointe la photo du test de grossesse, et une photo que je n'ai jamais eue d'ailleurs. Non jointe. Voilà, non jointe. Et elle me dit, donc voilà, je suis enceinte. D'accord. Point. Point. Mais je suis enceinte de toi ou... Je suis enceinte tout court dans un premier temps. Ouais. Donc le temps d'encaisser, entre guillemets, je la recontacte, je l'appelle. Et là, elle me dit que c'est effectivement 2 mois. Entre-temps, dans notre relation, sur cette courte période, elle a eu une relation avec son ex-ami. Elle finit par me dire que lui aussi peut être le père. Quelques jours après, elle insiste sur le fait que ça ne peut pas être lui parce qu'il est stérile. Alors, elle arrive même à me dire que cet enfant, si elle le garde, ce serait pour lui, puisque ce serait peut-être la seule chance de sa vie d'avoir un enfant. Est-ce que vous pensez qu'elle viendra vous chercher en tant que père si elle mène à bien cette grossesse? Je ne pense pas. Je ne pense pas, avec aucune certitude, mais je ne pense pas qu'elle viendra me chercher. Je me demande même si justement, à travers le fait que son ami stérile, s'il reste présent, je pense qu'il y a même une possibilité qu'elle veuille le garder entre eux. Et vous en dites quoi de ça? J'en dis qu'il est hors de question, et que de toute façon, moi je ferai tout pour... Si cet enfant est le mien, je ferai tout pour me mettre au milieu de tout ça et m'en occuper et faire valoir mes droits, quoi. Par contre, il faut savoir qu'en tant que père potentiel, vous n'avez pas la possibilité de faire l'action. Oui. L'action, elle appartient à l'enfant. Seul l'enfant peut aller rechercher son père. Vous ne pouvez pas aller rechercher votre enfant. Vous pouvez le reconnaître et après contester la reconnaissance. D'accord. Évidemment, l'enfant mineur, l'enfant qui naît, il ne sait pas aller voir un avocat. Donc l'action, elle appartient à la mère. Elle est enfermée dans un délai de 10 ans. Pendant 10 ans, elle peut aller rechercher un homme avec lequel elle a eu des relations, le désigner à la justice. Et là, le juge ordonne un test biologique. Oui. Vous ne pouvez pas, vous, aller rechercher la paternité. Oui. Et en droit français, vous n'avez pas la possibilité
de faire un test en dehors d'une décision de justice. Illégaux en France, les tests ADN achetés par Internet s'élèveraient pourtant à plus de 15 000 par an. À la cour d'appel de Rennes, le plafond de la salle du tribunal célèbre la victoire de la vérité et de la justice. Cette représentation de la femme triomphante fait écho à mes interrogations. Aujourd'hui, les femmes ont tout pouvoir sur leur décision de maternité. Elles contrôlent leur contraception, ont le droit à l'avortement et à l'accouchement sous X. Elles disposent en plus de l'arme biologique pour transformer un homme en père. À l'inverse, les hommes sont doublement lésés. D'un côté, ils ne peuvent refuser leur paternité. De l'autre, l'accès à la vérité biologique leur est interdit. Et la contraception masculine alors? Les femmes ont obtenu le droit à la contraception. Les hommes ne se sont pas emparés de ce droit à la contraception. La contraception masculine, elle existe. L'homme doit également s'emparer de ce droit à la contraception. Il a le droit d'être adulte. C'est-à-dire que s'il a une relation avec une femme avec laquelle il ne veut pas d'enfant, l'homme a parfaitement le droit de s'approprier sa contraception. C'est vrai qu'il y a une partie de ma faute, hein. J'aurais dû me protéger à 100%, sauf qu'à un moment donné, il y a le côté pratique, il y a le côté plus agréable de faire sans. Quand vous êtes avec une personne au bout de 6-8 mois, voilà, il y a quand même à un moment donné une partie de confiance à avoir. À mon sens, notre législation actuelle suppose que les personnes soient matures, une relative maturité dans leur relation sexuelle. L'acte sexuel, c'est un acte de procréation. Et il faut prendre ses précautions. Que c'est laid, cette expression. Mais par rapport aux humains, là, par rapport aux petits, t'avais qu'à prendre tes précautions. Cette femme qui se promenait en mini-jupe, là, elle s'est fait violer, elle avait qu'à prendre ses précautions aussi, on fait pas ça, enfin soyons sérieux. Et ce discours est actuellement au sujet des hommes, de ces pères malgré eux, ce discours est le même que celui qu'on entendait de la part des anti-avortements et qu'hélas, on entend à nouveau. Ce combat-là, c'est un combat pour l'égalité au-dessus du berceau. C'est un combat pour le respect de l'un et de l'autre. Et je ne crois pas que nous, aujourd'hui les femmes, on peut accepter de voir traiter les hommes comme nous l'étions avant qu'intervienne toute cette série de lois sur la contraception, sur l'avortement, sur l'accouchement sous X. Or, ce que j'ai constaté, qui m'a poussé à parler, à agir et à écrire, c'est que précisément ces hommes-là, aujourd'hui, sont traités comme nous l'étions, comme on traitait les femmes qui se retrouvaient enceintes avant la loi sur l'avortement et auxquelles on disait « Eh bien, t'es couché, maintenant il faut assumer ». Dans ce florilège d'histoires douloureuses, celle de Jean-Baptiste est la seule à connaître un heureux dénouement. Pour lui, c'est différent. Il n'y a pas d'assignation, pas d'argent, pas de pension alimentaire. Il y a juste un père de 22 ans qui ne voulait pas de son enfant à sa naissance, mais qui, rongé par le remords, a fini par changer d'avis. Il décide alors de revoir sa fille. Elle a 5 ans lorsqu'il la rencontre pour la première fois. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, c'est à la gare de Lyon que leurs chemins se croisent. Le train part, et Jean-Baptiste reste avec ses souvenirs. Souvenirs d'une liaison très brève entre une jeune fille et un homme qui se sentait trop jeune pour assumer son enfant. C'est ce qui frappe le plus ma fille quand je lui ai dit pendant combien de temps j'avais connu sa maman, quelques semaines. Ça lui paraît incroyable d'être le fruit de cette histoire-là. J'étais un peu naïf. Je savais comment on faisait les bébés, mais je me suis quand même retrouvé finalement confronté à une jeune femme enceinte de moi, alors que je l'avais pas décidé. Et puis après, l'enfant est là, je décide que c'est pas le mien, je décide de pas reconnaître l'enfant, j'avance avec tout ça. La question de la reconnaissance, le fait qu'il fallait reconnaître un enfant à la mairie, je le savais même pas. Le déclic, ça a été de me dire, un jour ou l'autre, cet enfant viendra me voir, elle aura 15 ans, 25 ans, je sais pas le temps qu'il lui faudra, mais elle viendra, et là, qu'est-ce qui va se passer? Comment on va réussir l'un en face de l'autre dans un café ou ailleurs à se rencontrer? Ça me paraissait... Là, pour le coup, l'aspect inéluctable était complètement évident. À partir du moment où j'ai pris conscience qu'elle viendrait tôt ou tard à ma rencontre,
Bon, j'ai su que c'était à moi en fait d'aller à sa rencontre le plus tôt possible. Là, elle avait 5 ans. Bon, bah, c'était à moi d'aller la voir et de me débrouiller pour briser la glace dès à présent. Et déjà là, il y avait déjà une couche de glace qui était déjà qu'il fallait déjà franchir. Donc, pour briser la glace, ce que j'ai trouvé, ce qui m'est venu comme ça a été de dessiner. On s'est mis à dessiner tous les deux, et ça a été un rituel qui s'est toujours retrouvé, parce qu'il fallait chaque fois retrouver le fil. À chaque fois, c'était le dessin qui nous permettait de se dire des choses, de créer un échange, un lien. Et puis c'est revenu régulièrement comme ça. Et puis c'est des mots difficiles à dire, hein, parce que cet enfant existe et que je lui ai dit depuis, mais c'est difficile de dire je ne t'ai pas désiré. Et j'ai même désiré considérer que tu n'étais pas mon enfant. C'est un dimanche de novembre 2013, aux environs de Niort dans les Deux-Sèvres. Je dois rencontrer Stéphane, un père malgré lui qui a accepté de témoigner. La première chose qui me frappe, c'est sa souffrance tangible, presque insupportable. Depuis des années déjà, Stéphane ne faisait que survivre à ce drame qui a brisé sa vie. De plus en plus désemparé, il finira par sombrer. Je ne reverrai pas Stéphane. Il est mort chez lui quelque temps plus tard. Aujourd'hui, la femme qui a partagé sa vie défend sa mémoire. Vous avez exposé à mon assistante que ce compagnon avait été l'objet de plusieurs années de procédures qui avaient peu à peu conduit à son décès, c'est ça? Oui, tout à fait. Vous pouvez m'en dire plus? Alors, j'ai compris qu'il était question d'une paternité contrainte, imposée, d'une action recherche de paternité, mais rien de plus. Bon, en fait, c'est une personne avec qui il avait eu une relation en 2001 qui avait duré 2 semaines, très brève. Et quelques mois plus tard, elle était venue frapper à sa porte en lui disant qu'elle était enceinte. Évidemment, une fois que le délai pour avorter était passé. Et il avait dit explicitement qu'il ne voulait pas d'enfant, qu'il n'avait jamais voulu d'enfant et qu'il n'en voulait pas. C'était un choix de sa part. Elle a choisi de le garder. Ensuite, plus rien ne s'est passé. Donc pendant des années. En 2006, elle lui a envoyé un courrier avec la photo de l'enfant, en disant que l'enfant, qui alors avait 5 ou 6 ans, voulait savoir qui était son père et qu'elle voulait lui présenter son fils. C'est souvent une démarche qu'on constate, hein, la photo pour mettre du concret, en fait, pour mettre un visage. C'est pas la même chose de se dire je suis peut-être père ou géniteur, où on est dans l'abstraction et tout d'un coup il y a un prénom, il y a une photo, on voit bien l'effet qui est recherché. Est-ce que vous avez l'impression que cette procédure a signé une espèce de descente aux enfers? C'est pas une impression, c'est des faits. Les dates correspondent exactement. Et je les ai vécues, j'ai vécu tout ça de près. Donc en fait, ça a été hospitalisation sur hospitalisation et il a fini par perdre son emploi. Mais il en a perdu un, il en a retrouvé un, il en a reperdu, il en a retrouvé un, jusqu'au jour où il n'en a plus du tout eu. Et une hospitalisation... En hôpital psychiatrique. Voilà, j'imagine, hein, vous ne le prononcez pas, mais pour un état dépressif aggravé, une impossibilité de penser à autre chose, l'impression que sa vie lui avait totalement échappé. Tout à fait. Et ça s'est traduit par des comportements de mise en danger, par... Oui, ça a été détruit, concrétisé par son décès, hein, parce qu'il est décédé accidentellement de façon tragique début novembre. Oui, tout à fait. Donc il n'a pas été capable de bouger quand un incendie s'est déclaré et il est tombé, il s'est ouvert la tête, il est mort et il s'est retrouvé carbonisé dans sa maison. Alors, j'entends votre souffrance, j'entends encore votre immense douleur, j'imagine votre parcours. Et aujourd'hui, en venant me voir, vous cherchez quoi? Moi, je voudrais savoir quelle action on peut intenter contre une personne qui engage des procédures
peut-être pour le bien de son enfant, mais j'ai des très gros doutes dessus, mais qui, en tout état de cause, a détruit la vie de mon ex-conjoint qui aujourd'hui en est mort. Et qui a failli me détruire aussi. Alors il y a deux choses, et on voit bien qu'elles sont hélas trop intimement liées. Il y a la paternité, le droit de cet enfant à connaître son père ou son géniteur, parce que est-ce qu'on peut dire que cette procédure qui s'appelle reconnaissance en paternité a procuré à ce petit garçon un père? Non, il lui a procuré un arriéré de pension alimentaire de plus de 18 000 euros. Il lui a procuré une pension alimentaire de 200 euros par mois. Et comme aujourd'hui, son géniteur est décédé, il lui procure le minimum légal de sa succession. Donc soit il avait plus de revenus, mais il avait des biens. Oui, c'est d'ailleurs ce qui est mis en exergue dans l'assignation, l'existence du patrimoine qui est tout de suite là sur la table du juge. On se demande pourquoi d'ailleurs aussi vite. Ce que je peux vous proposer pour notre prochain rendez-vous, c'est de tenter, ça va sans doute être douloureux, mais si ça l'est trop, vous laissez tomber, c'est de tenter de mettre sur du papier, de raconter, d'écrire. Vous voyez, les mots, quand on les écrit, ont parfois plus de signifiants, plus de poids. Je sais, c'est ce que je lui ai conseillé de multiples reprises, et c'est ce que j'ai pensé aussi moi, mais je crois que là, j'en suis pas capable. Non. Bon, on essaiera de faire le travail toutes les deux alors. À Nancy, Grégory lui aussi a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il sait que la mère de l'enfant peut d'un jour à l'autre le contraindre à assumer son statut de père. Doit-il reconnaître un enfant qu'il ne verra jamais grandir et dont il connaît à peine la mère? Pour sortir des interrogations qui le taraudent, Grégory vient chercher de l'aide auprès de son avocate, Maître Bloch. Oui, j'ai l'impression, c'est ce que je disais, j'ai l'impression de devoir tout subir, de devoir tout faire, tout accepter. Donc, en pratique, il est certain que si elle le décide, vous allez être, contre votre gré, reconnu comme le père de l'enfant. Dès lors que vous ne voulez pas reconnaître l'enfant spontanément. C'est votre droit le plus strict. Il n'en reste pas moins qu'elle va avoir une action contre vous pour faire établir votre paternité. Et qu'il n'y aura aucune difficulté pour que votre paternité biologique, on va dire, soit reconnue, et personne ne va prendre en compte votre désir d'enfant ou votre choix d'enfant. Donc tout va être assez compliqué, à mon avis, malheureusement. C'est pour ça que j'ai demandé à moult reprises de venir en France, d'essayer de venir ça va être compliqué, vivre en France, en tout cas. Financièrement, culturellement, ça va être compliqué. J'ai l'impression que ça devient, pour beaucoup de personnes, un petit peu le rôle qui s'inverse un petit peu. Les femmes prennent le pouvoir, entre guillemets, et les hommes doivent subir. Et là, je subis parce que elle décide de me voir, je dois accepter. Elle décidera une pension, je dois accepter. Elle décide de ne pas me l'emmener, je dois accepter. Elle décide que je vienne. Si je veux le voir, je dois accepter. J'ai rien à dire. Donc, voilà, c'est vraiment plus ça qui est embêtant. C'est qu'on est manipulé indirectement. On n'a pas le pouvoir. On est le sexe faible, du coup. Voilà. Aujourd'hui, je pense que ça n'est plus un combat. J'ai baissé les bras, là. Je suis arrivé au bout de ce que je pouvais faire, c'est-à-dire, on va le dire de façon très triviale, j'ai sauvé ma peau, à peu près. Enfin, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Jean-Jacques a fait ce qu'il a pu, mais ça n'a pas suffi. Au terme de 6 années de procédure judiciaire, la décision de la Cour d'appel est tombée comme un coup près. Elle confirme qu'il est bien le père de l'enfant et le condamne à verser une pension alimentaire rétroactive depuis 2008. Effondré, Jean-Jacques n'a que sa maison pour payer les arriérés. Aujourd'hui, c'est fichu, je veux dire, tel que s'est engagée la relation avec cet enfant, je ne le connaîtrai jamais. Je ne sais pas comment dire, je me sens mal, oui, ça, très très mal. Mais je me sens désigné comme coupable, mais moi je me sens pas coupable. Je me sens comme l'étranger d'Albert Camus, parce que c'est comme si le monde était autour de moi, mais que c'était pas moi. Les
les hommes contre lesquels un procès va être intenté en établissement de la filiation, qui se sentent victimes et qui vivent très mal cette action, je le comprends très bien. Mais la société adulte a le devoir de protéger les enfants. L'enfant qui est issu de ce couple n'est pour rien dans leur histoire. Il n'est pour rien dans le fait que le couple a pu avoir une rupture. Il n'est pour rien dans le fait qu'il ait été conçu par ces deux personnes. Lui, il a le droit d'avoir des parents. Et ça, c'est un droit qui est garanti. À mon avis, la demande d'un homme qui est d'échapper à sa paternité, pour moi, c'est une demande irresponsable. On pourrait être, je sais pas, il devrait y avoir un autre système. On pourrait ne pas être responsable financièrement, parce que moi, ça me fait mal de donner de l'argent à quelqu'un que je verrais, enfin, à une femme qui a porté mon enfant, mais que je connais pas plus que ça au final. Et il devrait plutôt dire, bah voilà, vous avez une obligation à rendre visite à votre enfant, mais pas forcément une obligation de donner une pension alimentaire, etc. Si on veut vraiment le bien de l'enfant, c'est quoi le bien de l'enfant? C'est avoir l'amour d'un père ou c'est d'avoir l'argent du père? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est une bonne question, non? À sa naissance, je ne suis pas allé voir ma fille. Et encore aujourd'hui, je me refuse bec et ongle de rentrer dans le rôle du père qui finalement était consentant. Je ne la vois finalement qu'un week-end sur 2. Et un peu pendant les vacances, avec pour seul objectif qu'elle sache qui je suis, que je l'aime et qu'elle n'est pour rien dans le conflit qui est né entre sa mère et moi. Elle m'appelle papa, nous jouons ensemble, je l'emmène au jeu, je lui lis des histoires et tente de faire tout ce qui paraît opportun de lui apporter. Aujourd'hui, ces discours totalement hypocrites, ah ben ce qui compte c'est l'intérêt de l'enfant, ah bon? L'intérêt de l'enfant c'est de lui dire, eh ben ton papa ne voulait pas que tu viennes au monde. Tu vois? Et ton papa, il joue son rôle de père parce qu'il en est forcé par la loi. C'est ça l'intérêt de l'enfant? Il est bien obligé de le faire, ton père. Il n'a pas la parole. Et ben je me dis, non, il faut le dire. Il ne faut pas que cette question-là reste une question taboue. Et qu'on peut très bien être père malgré soi, tout en aimant du fond du cœur son enfant. J'ai reconnu ma fille par un acte chez le notaire, reconnaissance posthume, afin que si je meurs, elle hérite de mes biens. Mais je ne l'ai pas reconnue sur l'état civil, sa mère ne m'ayant pas sommé de le faire. Tout en suspendant cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête, sa mère ne me réclame pas officiellement de pension. Cette situation est une prison au mur invisible qui bouleverse, je pense, n'importe quel homme que l'on définit comme père malgré lui. On pourrait imaginer également calquer sur le mode de l'accouchement sous X une paternité sous X, avec évidemment des garde-fous, mais encore une fois, je suis certaine que, comme pour la femme, la paternité sous X ne donnera pas des rues pleines d'hommes qui fuient leurs responsabilités. On a un chiffre stable sur la maternité sous X, on doit être à 650 accouchements sous X depuis des années. Le fait d'avoir assoupli la loi n'a en rien multiplié ces accouchements-là, et je ne crois pas que dans le cas des hommes, ça serait différent. Je pense que plus on refuse cette réalité, plus elle nous rattrape quand même, et pas de manière très positive. Enfin, c'est quelque chose, c'est un gros caillou dans la chaussure, quoi, mais qui finit par empêcher de marcher. Et moi, j'ai fini par enlever ce caillou de ma chaussure et essayer d'avancer avec ça, en me confrontant à la réalité de ça. Bon, chaque histoire est différente, évidemment, on ne peut pas généraliser complètement, mais je pense que chaque homme a tout à y gagner. Et alors, pour le coup, l'enfant aussi. Alors, peut-être la rencontre, peut-être c'est qu'une seule rencontre, une fois pour toutes. Mais je crois que l'enfant a besoin d'être confronté à ce père biologique mystérieux, lointain, inaccessible, inconnu au bataillon, quoi. Ça reste éternel. Un père, pour moi, si je prends l'exemple de mon père qui a toujours été là pour nous, qui s'est battu toute sa vie pour nous, qui a sacrifié pas mal de choses pour nous, voilà, pour moi c'est ça qui sera toujours présent, peu importe qu'il soit là dès le départ ou pas. L'important c'est
c'est le moment présent, qu'il soit toujours là, qu'il se sacrifie, qu'il puisse faire des choses, n'importe quoi même, pour le bien-être de sa famille. C'est ça un père. C'est pas forcément le géniteur. Sinon les enfants adoptés seraient bien malheureux. Une soirée de jazz sur les bords de Seine, une rencontre de hasard. J'ai entendu les histoires singulières de ces pères malgré eux, compris leur désarroi. Mais les sentiments et les désirs n'ont pas vraiment leur place dans les tribunaux. Face au mur judiciaire auquel se heurte la cause de ces hommes, pourrait-on imaginer qu'un homme ait le droit de dire non à sa paternité? On peut espérer au moins, à écouter ces témoignages, que s'instaure un meilleur équilibre des droits, pour qu'une maternité choisie ne l'emporte pas forcément sur une paternité imposée. C'était Sois père et tais-toi, un film de Lorraine de Bézieux. La reconnaissance de paternité, une question douloureuse, surtout si on se place du côté de l'enfant. Restez avec nous pour entendre le témoignage de Yann sur le plateau. Il a demandé à la justice une reconnaissance de paternité auprès de son père biologique. À ses côtés, Claude Almos, psychanalyste. Bravo.